Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Donc ça montre que... C'est le dialogue autrement dit, si je peux comprendre. Ça montre que les arguments développés par la CENI, ou la pertinence de ces arguments, commencent aujourd'hui à faire revenir les amis à la raison. Alors il faudrait tout simplement qu'un pasteur ou bien qu'un esprit puisse passer au sein de notre opposition pour qu'ils puissent comprendre qu'ils puissent d'abord décrisper leurs propres tensions, qu'ils puissent se libérer de la haine. Qu'ils se libèrent de la haine, c'est ça qui permettra de libérer tous les processus démocratiques dans notre pays. Alors Laurent Ochoumbe, maintenant que Ban Ki-moon, le passage à Kinshasa, a déclaré qu'il faut que les Congolais se réunissent, il faut qu'il y ait un dialogue consensuel à la RDC, vous allez vous aligner? Parce que très souvent on dit de vous, opposants, que vous n'attendez que des voix d'extérieur pour finalement vous aligner. Merci beaucoup, cher ami. Oui. Je pense que dans l'architecture politique nationale, il n'est pas fastidieux de le rappeler aujourd'hui que nous avons des priorités. Et la majorité au pouvoir doit savoir que dans ces priorités, l'élection la plus importante, c'est l'élection présidentielle. Cela ne veut pas dire, après avoir fait cet aveu, que d'autres élections ne sont pas importantes. Mais dans la hiérarchisation de valeurs, l'élection présidentielle, c'est l'élection qui est la plus sublime, qui est la plus conséquente pour un État. Pour vous, qu'est-ce que ça peut résoudre? Et par là du consensus. Notre pays dispose d'un consensus national qui est coulé dans un format juridique qu'on appelle la Constitution. C'est le seul document où toute la population congolaise, prise individuellement, a dit son mot et la majorité a gagné. Et ce document, c'est le document le plus important qui est au-dessus de toute autre conciliabule politique. Ban Ki-moon est là, notre plateforme politique qui est la dynamique de l'opposition, dont notre parti, l'ICD fait partie, a été reçu par le secrétaire général des Nations Unies qui est ici. Et à cette occasion-là, tous les membres qui étaient présents ont eu le temps de dire à Ban Ki-moon la préoccupation fondamentale de toute l'opposition qui traduit les aspirations du peuple congolais en disant que nous sommes pour la paix dans ce pays, nous ne voulons plus la violence et que nous voudrions qu'on organise les élections et nous attendons notamment des Nations Unies parce qu'aujourd'hui l'heure c'est le moyen et que nous demandons à ce que les Nations Unies s'y impliquent pour qu'au moins l'élection présidentielle se tienne dans le délai convenu par toute la population congolaise, parce que c'est la seule alternative aujourd'hui qui peut nous éviter le problème. Et en parlant du dialogue, nous avions donné une proposition un peu plus élégante. Nous avions dit qu'on peut organiser une tripartite. Le pouvoir en place, la commission électorale indépendante et l'opposition qui discutent sur des petites questions ou les questions qui sont d'emblée petites mais fondamentales pour voir comment sortir de ces bourbiers. Non, on a dit tout à l'heure que le G7, et moi je ne suis pas membre du G7 malheureusement, a donné des propositions d'exclure la société civile. Donc d'une certaine façon, la société civile est toujours présente à toutes les négociations. Corneille Nangaa, il est représenté qui au niveau de la CENI, entre parenthèses. Tout le monde sait, il semble-t-il qu'il représente la CENI. Et une société civile institutionnalisée par les personnes qui, bien que nous contestons la désignation cavalière de M. Nangaa, mais au moins, il est là sous la représentativité, notamment de la société civile congolaise, et que par conséquent, d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas une exclusion totale. Toutes les actions que la dynamique de l'opposition a toujours posées, toutes les actions que le CID a toujours posées, ça a toujours été en partenariat direct avec la société. Donc nous n'avons jamais plaidé de l'exclusion de la société civile. Par contre, nous disons que c'est une composante extrêmement importante de la vie nationale congolaise. Je reviens à vous après les rappels des titres de l'actualité. Après la RDC, le secrétaire général de l'ONU s'est envolé ce jeudi matin pour le Soudan du Sud. Mercredi, dans la capitale congolaise, Ban Ki-moon s'est entretenu avec le chef de l'État, Joseph Kabila, sur la sécurité dans la région des Grands Lacs, mais également le dialogue national en RDC. Ban Ki-moon, qui a également échangé avec la classe politique congolaise et la société civile, a lancé un appel à cette dernière pour participer au dialogue. Il a réaffirmé le soutien de l'ONU à ce grand rendez-vous. Clôture ce jeudi de la première conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs.
offrir aux décideurs politiques et investisseurs l'occasion de découvrir les opportunités d'investissement qu'offre la région des Grands Lacs. C'est l'objectif majeur de ces assises de 2 jours. Hier mercredi, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pris part à l'ouverture des travaux. Aux États-Unis, les autorités sanitaires américaines enquêtent sur 14 cas d'infection par le virus Zika chez les femmes dont certaines sont enceintes. Le virus pourrait avoir été transmis par voie sexuelle. Pour rappel, le 5 février dernier, les autorités avaient recommandé aux personnes de retour des pays où sévit le virus Zika d'utiliser les préservatifs ou de s'abstenir. En sport, la phase décisive du championnat national de la RDC, du play-off, s'annonce incertaine. Buté à des sérieux problèmes d'ordre financier, la Ligue nationale de football se dit incapable de poursuivre la compétition. L'annonce a été faite mercredi par le président de la Ligue nationale de football au sortir d'une réunion avec les 8 clubs qualifiés. C'était l'essentiel de l'actualité en RDC, en Afrique et à travers le monde. Sur ce plateau, je suis avec Papi Tamba, communicateur de l'AMP, et Laurent Ochumbe, cadre de l'ECID. C'est vous qui étiez en train de parler. Du coup, on a l'impression que vous parlez de la même chose sans vous comprendre. Non, nous parlons de 2 choses qui sont diamétralement opposées. Oui. Vous voyez, mon co-invité brille par ce qu'on appelle, il est champion en négation des évidences. Les évidences, c'est quoi? Ce qu'on ne veut pas dire au peuple, c'est qu'il y a un concert qui est organisé avec plusieurs circonstances pour ne pas organiser les élections en 2016 et tomber sur ce que vous entendez chaque jour dire, glissement. Et lorsque Ban Ki-moon dit qu'il faut que ce dialogue soit organisé pour que les élections aient lieu dans le délai constitutionnel, ça ne vous rassure toujours pas? Mais malheureusement, Ban Ki-moon revient en retard. Parce que nous avions prôné ce dialogue depuis 2012. Je l'ai rappelé ici dans votre micro que nous avions eu le privilège de participer aux assises organisées par NDI à l'époque au Grand Hôtel de Kinshasa. Les assises qui ont réuni l'opposition, la majorité et la société civile, avec comme démarche de constater qu'il y a un chaos qui profane à l'horizon au lendemain des élections de 2011 et qu'il faille que nous discutions pour que nous balisions les chemins pour que les élections prochaines soient crédibles, libres et transparentes. À cette occasion-là, la majorité présidentielle, comme d'habitude, comme il avait son plan machiavélique, a brillé par une absence inconsidérée. Et voilà qu'aujourd'hui, après que l'on ait chanté une célèbre chanson, il n'y a pas de crise politique, c'est l'opposition politique qui voit une crise artificielle, une crise dermatologique. Aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. On est devant un problème important. Les 2 acteurs les plus importants en matière d'organisation des élections, c'est la CENI et le gouvernement. La CENI en tant qu'organe technique qui organise les élections, mais le gouvernement en tant que bailleur de fonds principal. C'est le gouvernement qui sauve les moyens. Et que donc, s'il y a responsabilité à trouver aujourd'hui, je suis suffisamment étonné que l'on indexe la CENI parce qu'il y a, Papi Tamba dit que le problème c'est la CENI. Non, ce n'est pas la CENI le problème parce que dans des communiqués croisés, le gouvernement a à ce temps affirmé qu'il a mis à la disposition de la CENI les moyens et 48 heures plus tard, la CENI a réagi en disant non, on n'a jamais reçu les moyens. Et que donc, s'il y a responsabilité du chaos qui pourrait le dire par là que c'est bien le gouvernement qui tire les ficelles et Papi Tamba. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le constat le plus général et tout le monde le sait que le blocage que nous avons aujourd'hui, c'est un blocage créé, entretenu et soutenu pour une démarche bien connue, la démarche de glisser. C'est clair. Dialogue, élection des gouverneurs, sont vos stratégies pour glisser. Qu'en dites-vous? Écoutez, M. Laurent, quand vous avez un co-débatteur qui parle, le mieux serait de bien l'écouter pour ne pas lui prêter des paroles qu'il n'aurait pas prononcées. Je n'ai pas dit ici que le problème c'est la CENI. J'ai seulement dit que le constat vient de la CENI. Et je pense que la nuance est détail. Voilà ce que vous essayez de nous présenter comme schéma. Parce que vous êtes obnubilé, vous êtes habité par ce syndrome d'anticabilisme, j'ai appelé ça l'anticabilisme primaire, qui devient très dangereux pour notre pays. Monsieur Laurent, vous êtes en train de nous dire, donnons un bonus complet aux sénateurs, à certains gouverneurs de province et à certaines assemblées provinciales, un mandat complet de parfaite inéligibilité,
pour que nous puissions voir, après ces mandats de bonus qu'ils vont avoir, comment nous pourrons résoudre encore ces problèmes. Parce qu'il y a quelqu'un dans ces pays, nous ne voulons pas voir que son épisode saute. Vous êtes en train de dire au peuple congolais, allons vers des troisièmes élections présidentielles et législatives, sans vous donner l'opportunité d'élire une seule fois un bourgmestre. Si c'est la Constitution qui est votre leitmotiv, mais je sais que toutes les élections dans notre pays sont constitutionnelles. Oui. Aucune élection dans notre pays ne soit pas inscrite dans la Constitution. Donc ne prenez pas des articles accommodants pour prendre ce qui vous intéresse, en faire la norme, et ce qui ne vous intéresse pas, trouver des motifs pour pouvoir les mettre de côté. Nous sommes dans une démarche au niveau de la majorité, ce n'est pas trouver des demi-mesures. Nous sommes d'avis que nous avons des problèmes relevés par la CENI, des problèmes qui sont pertinents. Oui. Par rapport à notamment celui des fonds. Notamment, oui. Mais ce n'est pas les seuls problèmes, oui. Et je pense même que c'est les problèmes les moins importants par rapport aux autres problèmes d'ordre technique que nous avons pu relever. Les fonds doivent accompagner, mais vous savez, sans cette expertise, même quand on a les fonds, ça ne réglera toujours pas les problèmes. Alors maintenant, Monsieur Laurent, c'est lui qui prend la parole, qui dit qu'ils avaient proposé un schéma. Ils ont proposé un dialogue entre une commission tripartite, entre la CENI, le pouvoir et l'opposition. Il exclut la société civile. Comme par enchantement, c'est le même qui va dire que non, nous ne sommes pas pour l'exclusion de la société civile, et pour eux, la société civile se retrouverait derrière la personne du président de la CENI. Oui. C'est tout de même ridicule, M. Laurent. C'est tout de même ridicule. Non, c'est ridicule parce que Corneille Nangaa, quand il va se présenter, c'est au compte de la CENI. Maintenant qu'on nous dise que la CENI sera la société civile, et que faisons-nous des acteurs politiques qui sont au sein de la CENI? Représenterait-il encore les différentes plateformes politiques? Si c'est le cas, alors pourquoi cette commission tripartite? Alors, M. Laurent, tout cela, cher ami, c'est peut-être pour dire que vous voulez une chose et son contraire. Non, je veux répondre. Parce que vous défendez la Constitution en partie. Non, je veux répondre à votre question, mais il faut noter ensemble avec vos téléspectateurs que mon contradicteur brille par des contradictions. Il y a quelques mois plus tôt, le gouvernement dit qu'il n'a pas les moyens pour organiser les élections de nouveaux gouverneurs dans les nouvelles provinces. Il a CENI s'est empressé d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Nous avions connu un arrêt. Je suis avocat, je ne peux pas critiquer cet arrêt, la loi me l'interdit. Mais par miracle, on ne sait pas où est-ce que le gouvernement a trouvé l'argent, après avoir nommé les commissaires spéciaux, quelque chose qui ne se retrouve nulle part dans notre ordonnancement juridique interne. On nomme par violation flagrante de nos lois des commissaires spéciaux. Aujourd'hui, vous avez suivi Nangaa qui publie un communiqué dans lequel, d'ailleurs, les dépôts de candidature ont été déjà effectués. On organise les élections de gouverneurs dans les nouvelles provinces. Qui dit vrai? Évitons la supercherie. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, je n'ai pas dit que nous avions inscrit la société civile. Nous avions proposé qu'effectivement, dans toutes les négociations, il faut que la société civile soit là. Mais c'est le G7 qui, semble-t-il, aurait, et je dis que je ne suis pas membre de G7, et que je ne pourrais pas endosser une telle position. Mais quant à nous, je vais me rappeler que toutes les actions politiques, toutes les campagnes politiques que nous avions toujours faites dans ces pays, on a toujours inclus la société civile. Quant à dire que toutes les élections sont prévues dans notre constitution, mais nous voulons... Et il faut le respecter. Nous disons que les autres... Oui, oui. Mais Papi Tamba a mis l'eau dans ma bouche. Mais la responsabilité de l'inorganisation ou de la non-organisation des élections des députés provinciaux, des gouverneurs, incombe à qui? C'est une tache noire qui restera éternellement dans les passif de la gestion actuelle de la majorité présidentielle. Alors, tout naturellement endossé par son autorité morale. Oui, parce que ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la société civile d'organiser les élections échues. Et que donc, c'est une responsabilité qu'on met devant la place publique, que voici. Donc, c'est à dessein qu'on n'a pas organisé les élections pour justifier la prolongation du mandat. C'est une supercherie et c'est inacceptable. Alors, doit-on finalement adhérer au schéma du G7 qui propose un président intérimaire si jamais, jusqu'à la date prévue par la Constitution, il n'y a pas de nouveau président? Écoutez, quand mon co-débatteur avait pris la parole, il a commencé par dire que je brillais par la contradiction. J'étais curieux de voir dans son argumentaire s'il relèverait une quelconque contradiction dans mes propositions. Au contraire, il a fait un bond en avant pour nous ramener encore à autre chose. C'est une spécialité de l'opposition.
Et ça, je ne peux pas en faire une préoccupation. Le problème qui est là, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, je reviens sur les mêmes mots, nous sommes en train de constater un anticabilisme primaire qui fait des gens très intelligents. Par rapport à cet anticabilisme, on constate que ces gens-là deviennent, je n'oserais pas utiliser les mots, parce que n'importe quelle personne décensée, qui peut avoir juste, même après la maternelle, qui pourrait apprendre juste à faire la lecture, cette personne qui pourra lire notre constitution, sans avoir les capacités intellectuelles requises pour pouvoir interpréter un texte, faudrait-il encore attendre que ce soit la Cour constitutionnelle qui les fasse, il ne peut pas arriver à ce genre de conclusion. C'est pourquoi quelqu'un avait dit que la haine altère le discernement. Et j'ai un faible de croire que cette personne a raison. Parce que quand je regarde les membres du G7, qui je vois M. Olivier Kamutat, très intelligent. Je vois le vieux tel que Mondo Simba, très intelligent. Je vois, surtout vu les responsabilités qu'ils ont occupées, j'ai beaucoup, en tout cas j'ai beaucoup de respect envers leur intelligence et leur savoir. Mais comment peut-on expliquer que ces gens nous amènent des propositions qui deviennent foncièrement ridicules? Il y a une seule raison qui peut l'expliquer, ce n'est plus l'intelligence, c'est la haine. Je vais demander à ces gens-là de se découvrir, qu'ils se découvrent eux-mêmes. C'est quand même aussi une option. Non, cette option-là, pour des gens qui veulent tout le temps raisonner dans nos intelligences des propos de respect de la Constitution, ils devaient être les premiers à pouvoir respecter les articles les plus élémentaires, même dans la compréhension. Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots. Je ne parle pas là, je ne suis pas commis pour parler de la violation de la Constitution. Je dis c'est les gens qui ont l'habitude d'en parler. Je dis mais dans la compréhension des textes, comment peut-on considérer que la fin du mandat du chef de l'État, par rapport à la situation d'exception qu'elle peut créer par après, qui ne sera même pas une situation d'exception, puisque la Constitution elle-même a déjà prévu une telle situation, puisque l'État ne peut pas fonctionner avec un vide. Comment pourrait-il ramener l'interprétation de l'article qui parle d'empêchement du chef de l'État pour des cas bien limités dans la Constitution pour que le président du Sénat, dans une période de 3 mois, puisse organiser les nouvelles élections? Comment pourrait-il arriver à ce genre? Non, ce n'est même pas une question de surréalisme. C'est une question seulement de compréhension élémentaire des choses. Maintenant, moi, je suis seulement quelqu'un de très surpris en voyant ça. Il faudrait que les gens sortent de cet anticabilisme primaire. C'est ça que j'essaie de dire. Nous parlons nation. Si nous voulons évoluer dans notre pays, parce que nous parlons nation, les débats politiques devaient être sains, non pas un débat haineux. Et c'est ce que nous constatons malheureusement. Mais c'est Laurent Souffré que je répète en disant que quand vous parlez de la commission tripartite, vous esquillez la société civile. N'essayez pas de noyer le poisson. Quand vous parlez de la CENI, l'opposition et la majorité, vous êtes en train d'esquiller la société civile. Alors, voilà. Pour terminer, Laurent. Non, je dois exactement dire ceci. Je crois que lorsqu'on est à bout d'arguments, on doit éviter de pouvoir toucher à tout. Nous avions opté pour une gestion démocratique de notre pays et que nous devons tolérer toutes les idées. C'est au sein de la majorité qu'on a eu des gens qui sont respectables, comme des Kekemongomba, chanter à longueur de journée, Kabila Totondote, Kabila Oumena, des histoires comme ça. On a vu le Machala organiser des pétitions pour dire que Kabila doit continuer. Ce sont des sujets qui devraient être considérés comme tabous, mais nous avions toléré au nom du principe de la liberté d'expression et la liberté de penser. Et donc, si j'essaie de donner une position qui ne correspond pas aux aspirations de Papi Tamba, je ne crois pas que cela justifierait un motif de pouvoir tuer ce pays. Alors, par rapport à nous, nous restons constants, parce que notre Constitution n'a malheureusement pas organisé un mécanisme dans lequel on n'a pas l'élection présidentielle. C'est le constat malheureux. Je parle sous le contrôle de tous les juristes qui m'écoutent. Ce matin, notre Constitution dans notre pays n'a pas prévu un mécanisme possible qu'on n'ait pas des élections. Et que donc, on n'a que deux alternatives. La première, c'est faire un effort même qui n'est pas faisable. Ce n'est pas incongru de réfléchir comme ça, qu'on ait des élections et qu'on sollicite tous nos partenaires connus, que la population congolaise se mobilise même par rapport à des mécanismes d'exception, qu'on ait des moyens pour que la CENI ait autant d'avions possible, ait autant de logistique possible, qu'on connaisse les élections, parce qu'à défaut, on va connaître un vide juridique. Quand on connaît un vide juridique,
c'est un compte en rebours qui commence. On recule plusieurs années en arrière, alors que notre pays a juré, il faut juste lire l'exposé des motifs de notre Constitution, tous les Congolais ont juré de ne plus revivre les affres de l'illégitimité, de l'illégalité et de la guerre, et que donc nous devons aller tout droit vers l'organisation des élections, parce que gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas aujourd'hui prétexter un dialogue. Quand on gagne les élections, semble-t-il, on gère et on organise une transition pacifique, c'est-à-dire le moment où on a élection, et la remise est reprise. C'est ça qu'on appelle la transition constitutionnelle. L'élection est le moment de l'investiture de notre président, et notre pays restera en paix, et d'autres élections qui sont aussi importantes, mais pas plus importantes que les élections présidentielles, seront ultérieurement organisées par le président légal et légitime. Merci beaucoup, Laurent Ochumbe, et également vous, Papi Tamba. Je peux au moins... En 30 secondes alors. Attendez, nous voulons les élections, les bonnes élections. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire à l'opinion que la majorité ne veut pas les élections. Nous voulons toutes les élections et des bonnes élections. Voilà. Merci beaucoup. Organisez-les dans ce cas. Merci beaucoup, Papi Tamba. Merci également à vous, Laurent Ochumbe, d'être passé sur ce plateau ce matin. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.